Bonjour slash bon matin à tous, bienvenue dans le sixième round. Dans cet épisode, on va parler de Pavlovich. À mon avis, on va en parler pas plus longtemps que la durée de son combat. Et restez connectés parce que je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur la performance de William Gomis, mais j'étais tout seul et ça m'intéresse de savoir ce que Brian en a pensé. Brian, d'abord, comment vas-tu? En forme, en forme. Un En petit forme pour un dimanche, un dimanche jour de matin. repos, quoi. Il fait beau en Belgique, il fait beau en Belgique, ça fait plaisir. Ouais, Après ouais, ça, on va pareil certainement hier, ouais. sortir. Alors, Pavlovich, est-ce que c'est le nouvel Ngannou dans, dans la division poids lourd de l'UFC? Et c'est bien que tu commences par cette question-là. Pour moi, c'est le nouveau, c'est le Brock Lesnar 2.0. Le Brock Lesnar 2.0, waouh, avec un style opposé. Mais franchement, je trouve qu'ils boxent comme des robots de la même manière, tu vois. Ils Ah, boxent, c'est très très crisp, sauf que bah, on a un Pavlovich qui sait boxer, qui sait encaisser, quoi. ouais, et Et qui a une bien meilleure allonge, un bien meilleur timing. Et c'est impressionnant. Et je le crois vraiment beaucoup plus puissant dans ses frappes que Brock Lesnar. ah bah bien évidemment, hein. Ouais. Mais en tout cas, ouais, enfin, je sais pas, ceux qui ont vécu cette période Brock Lesnar qui était incroyable, mais je parle de ça il y a 12 ans, peut-être 13 ans. euh, il a une puissance enfin, il a une puissance. Il est très crisp, il va droit dans ses frappes. Et non, je le vois plus comme une sorte un peu le même physique comme ça, Ouais, le même bulldozer, quoi. bulldozer, mais la même intensité dans ses frappes, la même violence, tu vois. Mais sauf Mhm. qu'on a un vrai combattant, entre enfin un vrai, j'aime pas du tout ce terme-là, tu vois, pour voir Ouais, quelqu'un comme en Ngannou. termes de pied-point, c'est quelqu'un qui a une certaine propreté malgré son Ouais. côté mécanique. Ouais, mais voilà, c'est une machine, quoi. Et j'ai kiffé. Ouais, ben, moi, la raison pour laquelle j'ai commencé par cette question, c'est pas, enfin voilà, je suis pas un grand fan de comparer un combattant à un autre parce que clairement chacun a ses subtilités ou même des grosses différences. Ici, Pavlovich et Ngannou, j'ai pas envie d'aller les comparer jusqu'à comparer leur style. Par contre, pour leur adversaire, il faut aborder le combat un peu de la même manière, c'est-à-dire que je peux juste pas me faire toucher par ce gars-là. Tu rentres dans la cage contre Ngannou, tu dis ok, je peux pas lui laisser avoir une bonne frappe contre moi. Tu rentres dans la cage contre Pavlovich, tu dois avoir cette même logique, c'est ben, le mec ne peut juste pas me toucher parce que s'il me touche, ça peut directement changer la tournure du combat. J'ai l'impression que Curtis Blades, c'était peut-être même dans la première minute, il, il bloque un coup et tu sens que il y a quelque chose dans sa tête qui fait tilt. Tu peux pas préparer ça à l'entraînement, évidemment. Tu peux pas demander à tes partenaires d'entraînement de venir te frapper pour te mettre KO. Et je pense que c'est très difficile de trouver quelqu'un qui peut simuler ce genre de puissance. Donc tu le découvres dans la cage. Ouais. Et je pense que Curtis Blades a été. Il s'attendait probablement à pas mal de puissance, mais il a été surpris par la puissance de Pavlovich. Et donc pour quelqu'un qui avait combattu deux fois contre Francis Ngannou, le fait qu'il ait eu cette réaction de Oh shit! Ça en dit long, je pense, sur la puissance de Pavlo. Mais je pense qu'il y a un autre élément, c'est que il touche dans la première minute deux fois Blades avec une droite. Mhm. Et tu te dis, oh, il y a une ouverture, tu vois. Il y a une ouverture. Sauf que en face, ça bouge pas, ça bronche pas. Et donc, je pense aussi, enfin, je sais pas, hein, je sais pas quel était son game plan, mais je pense qu'il le voit, qu'il lui met une droite, il dit, putain, j'ai trouvé le couloir pour le connecter. Et sauf que ça bouge pas, il le fait une deuxième fois. Ça lui a peut-être donné un peu d'espoir, tu sais, la troisième, ça va être la bonne. Et non. Ouais, on va peut-être justement décaler sur le côté stratégie. Moi, alors c'est toujours facile d'en parler après coup. Heureusement Mhm, pour nous, on en avait parlé avant le combat. tout à fait. C'est grandement une erreur de vouloir même échanger avec Pavlovich, ne fût-ce que 2 minutes 30 debout. Je pense qu'on l'avait tous les deux souligné, on avait tous les deux dit. Alors,
vraisemblablement, je me souviens pas très bien de ce qu'on dit pendant les podcasts parce que je me gourre de temps en temps, mais euh, on avait clairement dit que c'était pas dans l'intérêt de Curtis Blades de se la jouer debout pour après trouver son ouverture en lutte. On avait dit qu'il fallait shooter très Mm. très tôt, et là, clairement, sa première tentative, il a fallu attendre la moitié du round, et il a fallu attendre qu'il prenne quelques pêches, qu'il le sonne avant de télégrapher son premier takedown. Il n'a pas Ouais, du tout été pressant, proactif sur sa recherche de lutte. Et pour moi, ça, c'est une grande erreur stratégique. ouais, je suis entièrement d'accord, entièrement d'accord. Je pense que même si comment dire ça, il ne partait pas sur un double leg d'entrée de jeu, parce qu'on a vu quand même Pavlovich menacé avec des uppercuts très très rapidement. Mhm, Je pense qu'il aurait pu travailler sur une entrée en single leg, tu vois, un mhm, peu plus safe, sans pour autant, alors partir pour obtenir un takedown, bien sûr, mais sans pour autant donner sa vie à obtenir le takedown. ouais. Menacer une single leg, s'il l'obtient, tant mieux, il continue là-dessus. S'il l'obtient pas, eh bien, il aura déjà eu le moment, tu vois, de lutte qui s'est passé, le timing, l'intention de lutter. Et Mhm. comme ce qu'a fait dans la stratégie de mince de Dvalishvili, tu vois, Ouais. d'aller Ouais, chercher ouais, exact. d'aller chercher des single legs, de menacer tout le temps. Il y en a une qui passe sur 5, mais, même si ça passe pas, il y a cette menace. Il y a cette C'est menace de ça. toujours, toujours devoir défendre. De un, il y a cette menace, et de deux, a priori, surtout chez les poids lourds, tu vois, échanger beaucoup en lutte. Si tu tombes 3, 4 amenés au sol sur le premier round, ben, tu aurais un Pavlovich qui va tout doucement commencer à À perdre en défendre, ouais. vitesse, perdre en puissance, et c'est là où tu vas pouvoir installer ton jeu de plus en plus. Et le pire, c'est qu'on a vu un Curtis Blades réussir ce genre de stratégie contre Volkov. Je sais plus, j'ai peur de regarder sur mon ordinateur parce qu'il est tellement lent. J'allais regarder ici. On peut continuer à parler, mais je pense que sur Volkov, il réussit 14 takedowns, et donc je sais pas combien il en a tenté, mais il est capable d'appliquer ce genre de stratégie, d'être ultra proactif, ultra à la recherche d'amener au sol, même si ça réussit pas, continue à avoir cette volonté. Donc est-ce que ici on aurait un souci de Pavlovich à montrer son uppercut arrière? Lui, il s'est souvenu de l'uppercut arrière qu'il a pris contre Derrick Lewis. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit blocage à ce niveau-là, une petite crainte de revivre la même chose? Et au final, ça a joué contre lui parce que cette crainte l'a mené à pas appliquer la stratégie qu'il aurait dû. Et du coup, bah, il s'est retrouvé bloqué dans un combat de pied-point face à quelqu'un face auquel tu peux pas te retrouver dans un combat de pied-point. Mais alors, ça pose vraiment moi, ça me questionne sur sa variété technique de Hmm, Curtis Blades. Si tu vas sur un combat en ayant uniquement ton blast double leg, tu vois, juste, et que, enfin, t'imagines bien que les mecs en face, ils vont arriver et ils vont mettre les défenses possibles, notamment hmm, l'uppercut. Et de ne pas être capable, entre guillemets, hein, de pouvoir sélectionner d'autres takedowns. Là, je parlais de la single leg, mais on peut avoir une single leg avec la tête à l'extérieur, ou envoyer un gros overhand et partir sur un high crush, tu vois, une single leg assez haute pour éviter les uppercuts. Euh, Où on l'a vu dernièrement avec Gilbert Burns, qui a abandonné ses double legs dégueulasses et qui part sur des bodylocks et qui obtient des gros, enfin voilà, qui obtient ses takedowns, tu vois. Donc mhm. il commence à varier pour adapter parce qu'il voit que ses adversaires mettent en place des stratégies de défense, tu vois. Ouais, Et alors, soit première option, il a pas cet éventail technique, Curtis Blades, et ça va être très inquiétant pour la suite. Ou soit Pavlovich est tellement imposant et physiquement et mentalement qu'il n'a pas osé rentrer dedans, tu vois. ouais. Parce qu'il y a ça aussi, hein. Il y a des gars, ils arrivent, tu sens que c'est des blocs et tu te dis putain, je vais rentrer là-dedans, il va me jeter et ça va être cata, quoi.
Ouais, je vais rebondir sur plein de trucs que tu as dit. Donc d'abord, juste pour rebondir sur ce que j'avais dit, son combat contre Alexander Volkov, il essaye 25 takedowns sur 5 rounds, donc en moyenne 5 par round, et il en réussit 14. Dans le premier, il en a réussi 5 sur 6. Donc il est clairement capable de venir avec une stratégie où il se dit, OK, je veux absolument pas jouer au pied-point avec ce mec-là, et je vais chercher à l'amener au sol, à le fatiguer, et à être ultra proactif là-dedans. Deuxième point sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est, tu as amplement raison. Pour moi, là, on est dans une phase de la carrière de Curtis où il doit absolument se réinventer parce que perdre contre Ngannou 2 fois, perdre contre Derrick Lewis et perdre contre Pavlovich, c'est 3 profils que tu peux dire, OK, bon, bah, c'est des gros punchers. Donc, il a clairement un problème face aux gros punchers. Et quand tu es chez les poids lourds, bah, c'est problématique ça. Donc, Mm, il est mm, dans mm. après cette défaite-là, il doit absolument réinventer son jeu. Et il peut pas le réinventer comme il l'a réinventé entre Derrick Lewis et Chris Daukaus, où il s'est un peu réinventé en striker. Je pense que, comme tu dis, il doit retravailler son approche en lutte. Et Gilbert Burns, c'est un très bon exemple. Il y en a plein qui ont revitaliser leur jeu ou peaufiner leur jeu au cours de leur carrière. On peut prendre des Demian Maia, on peut prendre des Ousmane qui ont vraiment peaufiné un peu leur Je pense que approche de lutte en chaîne. Ouais, le meilleur exemple, c'est Nurmagomedov pour moi. ouais, Dans sa réinvention de la lutte, d'utiliser la cage qu'il n'avait pas forcément en sambo et dans les combats en ring, et d'utiliser la cage avec toute la stratégie Eke, ça c'était vraiment une grosse, grosse adaptation. ouais, c'est clair. Et alors, le dernier point sur lequel je voulais rebondir, c'est effectivement, Pavlovich ressemble à un vrai bloc. Je pense que tu l'avais dit dans l'avant-combat, qu'il y avait plusieurs systèmes pour défendre anticipativement ou en tout cas se positionner dans la cage pour de l'anti-lutte ou pour anticiper les amener au sol. Donc on avait parlé de bouger latéralement et on avait émis l'hypothèse que c'était pas spécialement une bonne solution pour Pavlovich. Par contre, toi, tu parlais de réactivement défendre les amener au sol. Dès que tu les sens arriver, c'est à ce moment-là que tu sprawls et que tu bloques. Et là, Pavlovich, clairement, la seule défense qu'il a dû faire contre Curtis Blades, c'était ça. Il a imposé son jeu. Une fois qu'une amenée au sol est venue, c'est au contact qu'il a commencé à défendre et on a vu un vrai bloc, quoi, un vrai mur. Mm, Il y a mm. eu 2 secondes et puis ça s'est séparé immédiatement tellement Pavlovich n'a pas bougé. Tu avais dit qu'il n'avait pas bronché quand il prenait les directs de Curtis Blades, au même titre qu'il n'a pas bougé quand Curtis Blades a cherché à l'amener au sol. Après, comme j'ai dit, c'était une amenée au sol un peu télégraphée sur un moment où on sentait qu'il allait shooter parce qu'il était touché, quoi. Ouais, ouais, mais c'était vraiment, je pense que stratégiquement, en tout cas pour Pavlovich, cette première amenée au sol, de la défendre de cette manière-là, ça lui permettait après, de prendre la confiance pour rentrer en bulldozer et clairement de mettre Curtis Blades sur son pied arrière et de finir. Enfin, Ouais. mm, Alors, avant de passer à Gomis contre Francis Marshall, quelle est la suite pour toi, mm. pour les deux ici? Puisqu'on en avait discuté avant le podcast, je pense que la division poids lourd, on sera tous d'accord pour dire qu'elle commence à vraiment être intéressante de par le flux de talents et de nouveaux noms qui montent. Là, clairement, Sergei Pavlovich, il est sur 6 victoires d'affilée, les 6 par KO au premier round. Moi, j'avais dit avant le combat qu'on manquait un peu de contenu sur Sergei Pavlovich et il nous en donne pas beaucoup plus après celui-ci. C'est Mais à un moment, il faut faire face à la réalité. Le mec fait que gagner au premier round. Euh, il était numéro 3. Donc, j'ai juste donné le classement. John Jones, champion. Mhm. Contender numéro 1, Cyril Gane. Contender numéro 2, Stipe Miocic. Et là, je vais rebondir sur le podcast que j'ai fait avec John. Ça n'a aucun sens. Je suis un grand fan de Stipe Miocic, mais avec une telle absence, ça n'a aucun sens qu'il soit deuxième. L'activité doit être beaucoup plus prédominante dans les classements. Donc là, Sergei Pavlovich, pour moi, il passe en 1. Il dépasse Oui, clairement. Miocic et il dépasse Cyril Gane. Mm, mm, Donc mm. pour moi, la prochaine, c'est le title shot, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Euh, Ouais, mais ça te poussera à descendre, c'est ça, hein.
Ouais, ça le pousserait à attendre ce qui se passe entre Jones et Stipe, qui n'est toujours pas confirmé. Maintenant, je vois que l'UFC est archi fan des backups, du système de backup. En poids lourd, être backup, c'est pas très compliqué. Il y a même pas de cut à faire, il y a juste un voyage à faire. Ouais, mais je pense que Jones, il acceptera jamais ça. Il acceptera jamais ça. Ouais, ouais. Moi, personnellement, je suis à la place de Jones. J'ai le style de Jones et je travaille comme il travaille. Enfin, je me mets à sa place. Jamais j'accepte d'avoir un backup et d'avoir un changement d'adversaire 12 heures avant. Jamais. Ouais, c'est clair. Je, Et je- je te rejoins. À la place avec, de John, j'accepterais avec, pas. avec tout ce qu'il a construit, tout l'investissement qu'il a construit, tout ce qu'il a, tu peux pas tout miser comme ça. Non. Ouais, et c'est ça que j'ai échangé avec John par vocaux juste avant euh, le podcast ici. Lui aussi, il disait, Jones, Jones, sa legacy, tu peux pas la mettre à risque contre quelqu'un comme Pavlovich parce que au-delà du risque que ça représente, si tu perds contre Pavlovich, c'est certainement par KO au premier round. Et en plus de ça, il n'a pas encore un gros nom, tu vois. Donc John Jones, Mhm. s'il perd contre Stipe, il peut encore se cacher derrière le truc de Stipe, c'est le plus grand poids lourd de tous les temps. Alors, hein, je sais que ça amène à beaucoup d'arguments parce que Fedor, etc., etc. Mhm. Mais clairement, Stipe Miocic est celui qui détient le plus de défenses de titre en poids lourd, donc clairement, il fait partie de la conversation. Mais voilà, tu perds contre le nouveau Pavlovich qui est juste en train de monter. C'est pas la même, c'est pas la même. Donc ouais, je te Mhm. rejoins. Jones, c'est dans son intérêt de prendre Stipe et prendre sa retraite après. Oui. Euh, et c'est clairement pas dans son intérêt d'accepter que Pavlovich soit Non. backup avec le risque de devoir combattre en très très short notice contre ce genre de profil, d'autant plus que tu prépares pas Stipe et Pavlovich de la même manière du tout. Ouais. Mais alors, je pense que l'UFC doit vraiment tirer au clair euh, cette histoire avec John Jones. Mm. Euh, je pense qu'il faut faut dire à Pavlovich, enfin j'espère pour lui, ses managers vont lui dire, écoute, maintenant ton prochain combat c'est décembre, on Mhm. va négocier une grosse paye en décembre. Et donc c'est simple, si Jones ou Miocic combattent, c'est quand qu'il prévoit C'est juillet? juillet normalement, c'est juillet. Donc si ça maintient à juillet ou même à septembre, euh, il faut il faut savoir ce qu'ils font après les deux. Il faut qu'on leur Ouais. voilà. Est-ce qu'en décembre, si tu gagnes, tu combats Pavlovich pour la ceinture, etc. Dans tous les cas, pour moi, Pavlovich décembre ceinture. Mhm. Si Jones gagne, prend sa retraite, il faut qu'il y ait deux contenders qui s'affrontent en juillet, tu vois, poids lourd. Ouais. Donc ça tombera, j'imagine, avec Cyril Gane et puis quelqu'un d'autre, tu vois. Aspinal qui dit potentiellement revenir. Il y a l'UFC Londres qui est confirmé maintenant le 22 juillet. Ouais, bah Ça alors pourrait. ouais. Et je pense que Pavlovich, clairement, il faut le faire combattre pour la ceinture le prochain, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord. Tu te rappelles quand on a enregistré le premier podcast et tout, je disais en souriant, ouais, pour l'avenir, je disais, ouais, j'aimerais bien voir le perdant contre Gann à Paris, tu vois. Surtout, ouais, t'avais dit Et, surtout Curtis. Si Curtis perd, ouais. Et t'aimerais le c'est voir vrai contre que Gann. quand on a parlé de ça, le fait de parler de Cyril Gann, je pensais que je disais pas une connerie, tu vois, mais bon, j'ai remarqué que sur le MMA FR, tout le monde a regardé ce combat hier soir parce que ils étaient intéressés par un potentiel combat contre Cyril Gann à Paris. Mhm. Et, Bah ici, moi, et je vais déjà te dire, c'est mort. Enfin, moi, à la place de Curtis Blades, là, je reviens pas dans 4 mois dans la cage. ouais, ouais, Ce serait trop tôt. Ce ouais, serait tout trop à fait. tôt. Donc, 4 donc mois, voilà. Mais ça dépend combien de temps il a d'arrêt, hein. ouais, mais même, enfin, même, je trouve que ouais, chez les poids lourds comme ça, alors c'est pas le chaos où les lumières ont été Mm, éteintes, mais mm. clairement c'est pas, enfin, il a déjà subi des vrais chaos et ouais, Pour moi, ça serait une erreur effectivement de management de le mettre à Paris, Blades. ouais, Pour moi, Blades, comme tu dis, il doit se réinventer. Donc son prochain adversaire, il doit reprendre un puncher avec beaucoup moins de niveau. ouais, Même s'il est 8, 9, 10, il faut un moment qu'il se réinvente.
Et il faut pas qu'il se réinvente sur un style un peu fuyant comme Cyril Gane ou des trucs comme ça, tu vois. Ce serait Donc, Rozenstruik, hein, la prochaine option, quoi. ouais, bah Qui est ça, numéro 9 pour l'instant, mais il combat contre Almeida dans son prochain combat, donc je sais ouais, pas où c'est ça en compliqué sera, ça, quoi. hein. Ouais. Mais en tout Parce que sinon, cas, t'as plus beaucoup de punchers, en fait. Ça diminue. Ça diminue. Ouais, donc à voir. pour moi, ça serait ça, hein. Blaze, je voudrais le voir contre un gros puncher et qu'il évolue, quoi, qu'il trouve une solution, tu vois. Ouais. Pavlovich, je veux le voir en descend pour la ceinture. Mhm. Pas de backup parce que ou alors il est backup de Jones. Si Jones se blesse, il prend la place de Jones. Mais pas l'inverse, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, voilà, hein, après Jones il fait ce qu'il veut, mais ça me poserait problème de voir l'inverse, personnellement. Mhm. Et puis voilà. Et puis bah pour Cyril Gann, aucun des deux pour le moment. Après, le seul truc, c'est que Cyril contre Blades, c'est juste intéressant en termes de stratégie de carrière. Euh, Oui. Mm. Ça permettrait de voir si les deux ont bossé leurs défauts. Parce que Blades, s'il affronte Cyril, de nouveau, il doit pas prendre enfin, il doit vraiment prendre cet angle. J'ai pas envie de rester debout, je dois aller au sol. Et Cyril, face à Blades, clairement, sa lutte défensive et son sol défensif vont être testés. Et donc, ça permettrait de voir si les deux font les bons choix de carrière et à quel point ils progressent dans leurs défauts. Alors, clairement, c'est le genre de combat où tu te dis, bon, bah, le perdant, tu vas commencer à le mettre aux oubliettes dans la division des poids lourds, ou en tout Dans le cas, poids il lourd, aura ouais. besoin de plusieurs combats pour revenir dans les conversations de contender. Mais au final, même s'ils s'affrontent pas, l'un comme l'autre, s'il perd le prochain combat, on commence tout doucement à dire, ok, toi, tu vas plus aller vers la position 10 du classement, et puis tu auras besoin de te reconstruire pour qu'on entende ton nom à nouveau, quoi. Oui, donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais, hein. Pour juillet, Gann, tu parlais d'un grappleur, un lutteur grappleur d'un moins bon niveau, c'était pas Spivak, là. Tibura, Ouais, Marcin, ouais. Tibura. Ça pourrait être intéressant. Et mettre Gann ensuite, en fin d'année, contre Blades, tu vois. Voilà, ça j'aime bien. Ça, c'est un Ça j'aime bien. scénario qui profiterait aux deux, tu vois. Je Ouais. pense, hein. Mm, Tout à fait, tout à fait. Et sur le timing, ça fonctionne merveilleusement bien aussi. mm, mm, Ok, ben on a fait un petit éclaircissement de ces divisions poids lourds selon nous. À mon avis, on n'est pas spécialement de l'avis général, mais voilà, au moins on a posé nos arguments. On va passer, bah, en plus on finit de discuter de Cyril Gann. On va parler de son, je vais pas dire partenaire d'entraînement, mais en tout cas, ils sont sous la même écurie. William Gomis, qui, à son deuxième combat à l'UFC, remporte de nouveau une décision, de nouveau en étant mis en difficulté sur la toute fin dans une soumission qui paraissait très, très deep. Euh, on va commencer très simple. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'étais très content de ce combat. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc, pourquoi sur le plan sportif, hein, bien évidemment, hein, sur le plan sportif, j'ai vraiment vu un William Gomis appliquer et une stratégie générale et une stratégie technique. Hmm. Euh, de la patience. On parlait, ouais, j'ai noté pas mal de points, hein, tu vois. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de regarder ta vidéo parce que bah, j'ai regardé surtout les autres combats T'inquiète, qui tant m'ont mieux, marqué. comme ça on voit Et, si ça coïncide ou non. donc, euh, alors ouais, donc ce que je disais, c'est sa capacité à gérer un game plan. Comme je l'avais dit sur la première vidéo, moi ce que j'espérais dans le game plan, c'est qu'ils prennent le 1 et 2 en striking et qu'il, même s'il laisse passer le troisième, qu'il survive au troisième, qu'il ait le 1 et 2, et le Tu troisième peux te foutre de advienne ma que gueule, hein. pourra. Ah, j'ai les preuves vidéo, ouais, c'est clair. Donc pour le contexte, tout le monde, je crois que sur Twitter et je pense que même, enfin sur Twitter sûr et je pense même que dans la vidéo récap que j'ai faite, j'ai dit que moi j'espérais que enfin que donc dans notre vidéo avant le combat, j'avais dit oh j'espère qu'il prend le premier et le deuxième et qu'il galère dans le troisième. Et en fait c'est pas du tout moi qui avais dit ça, c'est Brian. Donc voilà, j'ai mon cerveau qui a vraiment bugué
sur ce qui s'est passé. Donc Mais, voilà, c'est à bien ton Brian qui avait dit crédit, ça. à ton crédit, tu espérais une victoire dans la difficulté Mmh. pour son avenir et on l'a eu à nouveau. Donc sur le plan stratégique, c'est ce que j'espérais, le voir prendre le 1 et 2, survie au troisième, être tranquille et l'emporter à la décision. Je voyais vraiment ce chemin-là de la victoire possible. Et il l'a fait. Et franchement, malgré toutes les critiques que vous pouvez faire chez MMA Factory ou des trucs comme ça, stratégiquement, ils sont toujours au point. Si vous êtes un compétiteur et que vous devez affronter quelqu'un de là-bas, sachez que stratégiquement, ils sont toujours au point. Faites bien attention à ça. Ouais, on le sait, hein, on le sait. Techniquement, j'ai beaucoup aimé. J'espérais le voir utiliser des techniques relativement simples et adaptées à du droitier contre gaucher. C'est ce qu'il Mmh. a fait. Donc on a vu tout ce qui est hand trap, le 2, donc son bras arrière qui partait, les Les kicks f Ouais, les arrière fautes, les sur middle, les ouais. 3 niveaux. J'avais dit dans la vidéo, j'espérais qu'il sorte sur la droite de son adversaire pour avoir une belle visibilité de son arme la plus dangereuse. C'est ce qu'il a fait. Il a, on va dire, il est de temps en temps sorti sur sa propre droite, mais toujours au bon moment. Donc Mmh. quand il n'y avait pas trop de danger, ça permettait aussi de casser un petit peu la structure. Donc Ouais. ça, c'était très efficace. On avait questionné sa distance, sa gestion de la distance, et j'avais critiqué sa gestion de la distance. On l'avait questionné. Pas mal d'internautes nous avaient spécifié, suite à une interview, qu'il avait des problèmes de santé, notamment de vue. Ouais. Euh, il semblerait que c'était, je sais pas si c'était lié à ça. En tout cas, sa gestion de la distance était très bonne, rien à dire. Je sais plus si dans cette vidéo où on parlait contre en garde ouverte sur les stop kicks. Euh, Tu l'as dit, il en a envoyé un ou 2 dans le troisième round, oh, il ouais. en a pas envoyé qu'un ou deux, il en a envoyé plein, hein. Ah ouais? OK. Euh, J'ai fait attention à 2 et justement pendant le combat, je me dis: «Ah et ben voilà, Brian en avait parlé dans la vidéo». Donc ça aussi, donc j'invente rien, hein, c'est pas moi le crédit et tout, c'est juste des techniques qui fonctionnent en droitier contre gaucher et, euh, et qui sont efficaces. Et on a vu donc une team, on a vu un combattant qui a appliqué ce qui est efficace, enfin voilà, donc c'était superbe, c'était comme tu Mmh. as précisé, une masterclass. Et autre point par contre, où enfin j'étais déçu, non, ça montre quand même que le niveau anglais, américain en striking n'est pas très bon. Mmh. Parce que, un, Marshall n'a eu aucune réadaptation dans son combat en termes de 0. striking, rien 0. du tout. Deux, techniquement, il n'avait travaillé aucune combinaison qui pouvait En garde s'adapter ouverte. en Mmh. garde ouverte ou face à un adversaire qui recule. Mmh. Et, euh, et alors, ce que j'ai beaucoup aimé, on ne l'a pas. On en a parlé. On a parlé que Marshall avait du mal quand il était mis sous pression. On a parlé du fait que Gomis aimait bien reculer et que c'était problématique. Et ce qu'on a vu, j'ai trouvé ça magnifique, c'est un William Gomis qui met de la pression, mais qui boxe en reculant. Ouais. Il avançait, il mettait de la pression sans réellement de frappe et tout. Et dès que son adversaire commençait à engager, c'est là où il commençait à combiner. Et ça, je trouve ça très bon parce qu'on avait l'utilisation du défaut de l'un et la force de l'autre, Ouais. utilisée dans quelque chose qui est pas très conventionnel en soi, tu vois. La plupart du temps, tu mets de la pression et tu commences à boxer quand le gars il est un petit peu buste en arrière ou ce genre de choses, tu vois. Ouais. Enfin voilà. Et Ouais, alors, ici, ouais. c'est une performance. C'est un peu. Encore une fois, je fais une comparaison alors que c'est peut-être pas valable, mais quand McGregor est arrivé à l'UFC, c'était comme ça que moi je le catégorisais. Pour moi, c'était pas un combattant à pression, c'était un counter fighter, donc un athlète qui envoie beaucoup de contres, Mhm, mais agressif. Donc il mettait la pression, une pression de prestance, comme on peut appeler, tout à fait. mais il venait pas frapper derrière, il engageait très peu, il attendait que sous la pression, son adversaire engage, et c'est là qu'il allait contrer. Donc ici, Gomis, c'était pas exactement ça, mais il essayait de mettre la pression pour notamment avoir de l'espace derrière lui. Et quand Mhm. Marshall se sentait forcé un peu de sortir son jeu, il contrait pas, il le laissait venir à lui et puis il le laissait Et puis, rentrer dans ses frappes. Ouais. exactement. J'espérais, tu vois, je l'avais dit, pas de trucs trop flashy ou ce genre de Ouais. choses.
Il l'a pas fait. Il y a eu Aucun spin. Il y a eu juste un bicycle kick, mais c'était sur un bon timing. Et puis, c'est plus safe aussi qu'un spin, je trouve. Donc, c'était. exactement. Il était Ouais. très safe ce bicycle kick. Donc la distance, il avait de la distance. Il est resté sans surengager ses hanches, tu vois, qui aurait pu le mettre Mm. faire perdre sa position. Donc non. Et alors si, je voulais revenir. Ils ont partagé une petite séance de pads, tu vois, juste avant le combat là, Ouais, qui a été sous le feu des critiques. Eh les gars, les séances de pads qui sont partagées la veille d'un combat, croyez pas que c'est ce qu'il va faire dans la cage, hein. C'est, en plus, j'imagine qu'il était en train de transpirer et que c'est juste des pads, de la précision de touche, tu vois. Enfin voilà, c'est pas c'est pas ce qui est prévu dans la cage. Tu partages pas ce que tu vas faire dans la cage quand même, tu vois. c'est clair, c'est Donc clair. non, franchement, sportivement, j'étais très satisfait, très content. Et alors, oui, est-ce qu'il va devenir un jour champion? Est-ce qu'il a le truc, etc. Ça va, on s'en fout. C'était pas ça Mm. la problématique du combat hier soir, hein. La problématique d'un combat, c'est de le gagner. C'est pas de Ouais. savoir s'il a le potentiel d'être champion aujourd'hui, quoi. Ouais, je vais d'ailleurs en profiter pour rebondir parce que là, on a la chance du fait que j'ai déjà posté ma vidéo et qu'on a déjà eu l'occasion de voir quelques commentaires positifs dans la majorité, mais assez négatifs sur certains. Il y en a beaucoup qui rebondissent sur le fait que j'utilise le terme masterclass stratégique et qui disent c'est pas du tout une masterclass. Et mec, il y a un mot qui est derrière qui est important, tu vois. C'est une masterclass stratégique. Essaye de contredire, enfin, Ouais. donne-moi un argument pour me dire que stratégiquement, c'était pas bon. Non, Et je, c'était excellentissime c'est stratégiquement. je vais rajouter quelque chose parce que dans un de tes podcasts, un de tes intervenants disait que sa masterclass ou son combat de référence, ah c'était peut-être pas dans le tien, c'était contre Tobias Harila. Ben, c'est nous qui avons dit ça, que son combat de référence c'était contre Tobias Harila. Oui, le combat de référence, mais pour Ouais. moi ce combat-là, qui était incroyable, c'était pas une masterclass parce qu'il n'y avait pas de stratégie réellement. Il y Ah avait oui, oui, juste comme ça, ouais. deux styles opposés et un style qui convenait parfaitement à William Gomis. Tobias Ouais, Harila ne fait qu'avancer et donc c'est parfait face à quelqu'un qui boxe en reculant. ouais. Là, pour moi, ce combat-là était bien meilleur parce que il n'était pas dans sa zone de confort. Mm, William Gomis, il a dû suivre un game plan, se mettre pas dans le mal, enfin il a été mis dans le mal, tu vois, mais suivre un game plan, suivre à la lettre ce qu'il devait faire. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui aime bien tester des choses, qui kiffe, tu vois. Et c'est compliqué hein, de suivre un game plan et de s'y tenir et de prendre ses rounds quand t'es parti dire à tout le monde que t'étais le futur champion et tout, mhm, et de se tenir au fait qu'on soit là pour la victoire, tu vois, parce que les mhm, gens ils vont oublier après comment t'as combattu. Eux, ce qui les intéresse, c'est la fiche verte, tu vois, que tu affronté des bien chèvres sûr. ou pas, ils voient juste un vert. Si tu as fait une décision incroyable et que tu as perdu, ils te cataloguent chez les losers. Donc Mm. ça, pour moi, c'était vraiment une masterclass, clairement. Et, et après, bah, il y a des masterclass qui sont pas. Ça veut pas dire masterclass que tu es le numéro un mondial, hein. Ouais, ça veut pas dire spectaculaire, hein, c'est pas du Oui, tout synonyme. Quand on parle exactement. sur le plan stratégique, c'est autre chose. Et donc, ça me permet de rebondir sur un autre truc qu'on avait dit dans le podcast avant le combat. Euh, Quand tu es donné underdog de dingue, qu'on te donne moins de 35% de chances de gagner le combat, Mm, juste le fait de le gagner, c'est une performance en soi, parce que personne t'attend à gagner le combat, et certainement pas de cette manière. Je pense que personne qui parlait de ce combat avant qu'il ait lieu aurait pu dire ah, Gomis, il va prendre 0 takedown dans les 2 premiers rounds. Je pense que personne n'était capable de dire ça. Donc le fait qu'il ait réussi à rendre Marshall aussi hésitant sur ses amenés au sol, qu'il ait été impossible à cadrer et qu'il ait défendu toutes les tentatives des 2 premiers rounds, mm. très beau, Il y très beau. a mon pote Clément Marcoux qui parle régulièrement du fait que pour performer à l'UFC, il faut avoir un domaine où on est meilleur que les autres. Et je pense que Marshall est un peu dans ce style-là, mais c'est un bon boxeur. Il fait mal. C'est un bon lutteur. Il a fait la lutte universitaire, mais jamais à un très très haut niveau. Et c'est un bon grappleur qui doit avoir un niveau, je pense, marron. Mais il est bon Mm. partout au final. Il Ouais, est pas, il est excellent nulle part. et il est excellent nulle part. Et je pense que des fois, c'est un peu piège d'être bon partout. Mhm. euh, Parce que là, clairement, à un moment donné, tu vois, comme Georges Saint-Pierre, tu sais que tu as
je sais pas moi, 55% de chances de gagner en striking, 60% de chances de gagner en lutte, tu commences pas à dire ah bah, je vais faire du striking, tu vois, tu vas dans les Mmh, 5% de chances que tu as. Et pour moi, il était bloqué dans des domaines où il était relativement bon et il est pas allé les chercher, quoi. Il aurait dû aller ouais, lutter directement et pas chercher à mettre KO ou des trucs comme ça. Enfin bref, c'est ça clair. c'est Ouais. des Eh ben, choix, ouais. Mm, mm. je pense que là, on a fait le tour. Je sais pas si tu avais un point à ajouter, peut-être, ouais, juste, voilà, ce côté 2 fois sur 2, à l'UFC où il se retrouve, en grande difficulté sur la fin du combat où, bah, voilà, tu es parti vers une décision et ça se joue finalement à peu, où tu laisses une porte ouverte à l'adversaire de revenir dans le combat. Est-ce que tu mets ça sur le côté un peu, jeunesse, manque d'expérience à haut niveau, du coup, qui se traduit Euh, peut-être par un manque de lucidité avec la fatigue qui s'installe, ou c'est juste des circonstances de combat qui l'ont amené. Enfin voilà, tu es à l'UFC, tu combats contre des mecs qui sont forts, donc d'office à un moment tu vas tomber dans des situations compliquées et il n'y a pas spécialement il y aurait pas spécialement de leçons à tirer de ça. je sais pas du tout. Bon, avant d'être chez MMA Factory, William Gomis, il était à la Hatch Academy, hein. Mhm. Et à la Hatch, les combattants sont, comment dire ça, en scramble et tout, ils sont très explosifs. C'est extrêmement compliqué de les tenir et de les bloquer au sol. Tu vois ce genre de choses? Ouais. Tu vois, voilà, c'est intense, tu vois. Mhm. C'est très très intense. Par contre, bah, cette intensité, elle est difficile à tenir longtemps, quoi. Donc, Ouais. est-ce que le style de lutte et de sol, qui est pour moi très efficace, hein, ce qu'ils font, hein. Moi, si je dois affronter un profil comme ça, ultra intense dans les premiers rounds, qui est un peu très difficile à mettre au sol parce qu'ils bougent, parce que ils peuvent mettre 100% en une seconde pour aller chercher une sortie. euh, Est-ce que bah, ça se retourne pas un petit peu à la fin contre lui, comme tu dis, avec de la fatigue qui s'accumule et Mhm. un manque après, plus de technique, tu vois? Ouais. Et moi j'ai souligné ce point-là, c'est vrai que j'en avais pas parlé dans ma vidéo tout seul. Dans le deuxième round, je pense que c'est dans le deuxième round, il y a Marshall qui initie en lutte. Gomis qui arrive à complètement retourner, à prendre le dos, et puis il envoie Mhm. quelques genoux à partir du dos. Et donc là, enfin, Marshall récupère un peu le contrôle, alors ça n'amène pas un gros souci par la suite. Mais pour moi, ça, c'était un moment d'indication où tu te dis, OK, bah là, je suis en contrôle du combat debout à distance sans la moindre difficulté. Mhm. À part le gros direct qu'il prend dans le début de la deuxième reprise. Par contre, quand j'ai une position ultra dominante en grappling, l'autre arrive quand même à me retourner et à prendre le contrôle. Pour moi, c'est l'indicateur de OK, il faut que je continue mon combat jusqu'à la fin avec la logique que j'avais jusqu'à ce point-ci du combat. Et donc là, il y avait peut-être ce petit indicateur de OK, je cherche même pas à rester en échange corps à corps, sépare l'action immédiatement et il n'a pas spécialement appliqué dans le troisième round et donc il s'est fait surprendre à se faire prendre son dos. Ouais. Donc il y a peut-être ce côté et je mettrais ça sur la alors c'est pas péjoratif, c'est pas une insulte, mais sur le côté maturité de combat. Tu sais pas l'avoir à ton deuxième combat UFC. Enfin tu peux, mais alors tu dois avoir 40 combats avant de rentrer à l'UFC. Donc je mettrais peut-être ça là-dessus. Ça viendra avec le temps, mais c'est une grosse leçon à tirer de ses deux premiers combats à l'UFC pour Moi, son pour moi, prochain. le passage dont tu me parles dans le dos, c'est plus un indicateur sur le plan technique où il prend un dos. euh, enfin, moi, personnellement, ce que j'apprends à mes élèves, c'est tu as le dos, tu vas chercher ton two-on-one, donc la menotte dagestanaise, là, le two-on-one, tu vas passer un grappling, tu vois, et tu as un dos à la cage, tu peux pas le perdre. Tu peux Mm, pas le perdre. Et tu te mets entre la cage et lui. Et là, de se retrouver avec un body lock dans le dos, tout le monde sort de ça, quoi. Enfin, hein, t'as juste à lever les bras et faire une rotation et t'es en face de ton adversaire, tu vois. Donc mm, pour moi, c'est plus là où il y a un manque technique. Et je crois qu'il y a quelqu'un sur Twitter, qui a dû réagir en disant, ouais, les gars, euh, ah oui, parce qu'il y avait cette question en gros, le système anti-lutte de Fernand, là, qui est critiqué, de pouvoir se déplacer et tout. Et je sais plus, il y en a qui disaient comme ça, ah bah vous voyez, ça fonctionne, son système anti-lutte, tu vois. Et,
Et d'autres qui disaient, ouais, mais c'est pas parce que ça fonctionne là qu'il faut pas bosser son grappling et tout, tu Mmh. vois. Ah oui, non, non, Euh, ça c'est clair, c'est clair. je pense qu'il faut être mesuré partout. Clairement, je pense que le travail, le système anti-lutte de Fernand, enfin, que proposent les combattants et les strikers, surtout comme Israël Adesanya, etc., est ultra efficace. Qu'effectivement, on peut pas se reposer uniquement sur ça et qu'à côté, il faut bosser. Comme tu dis, il est en début de carrière. Moi, je pense que clairement, il y a des manques en technique de lutte, en technique de lutte et de grappling, mais on en revient au point juste avant. Quand tu as un point qui est très fort dans un domaine, est-ce que tu le développes et tu vas fuir la lutte et le sol parce que tu sais que tu ne rattraperas jamais le niveau des autres? Mmh. Ou est-ce que tu rattrapes ce niveau-là et tu baisses ton niveau en striking et tu deviens bon partout, mais excellent nulle part? Ouais, après, c'est ce qu'on dit tout le temps en anglais, c'est quoi? You're as good as your weakest link. Donc tu es, enfin ton niveau, c'est, là où tu es le moins fort, en gros. Donc Ouais. si tu es très mauvais dans un domaine et que tout le monde est capable de l'exploiter, ben, en gros, tu es très mauvais. Donc je pense que stratégiquement, là, pour Gomis, hem il faut qu'il augmente son niveau où il est le plus mauvais, mais tout en restant quelqu'un avec un domaine de prédilection qui est bien marqué. Ouais. Je pense que c'est ça la voie à suivre pour lui. Il ne doit pas chercher à devenir complet et très bon partout Mhm. comme un Georges Saint-Pierre pour prendre le meilleur exemple, ou un Belal Mohamed, ou ce genre de Ouais, c'est profil. ça. Je pense que lui, il doit plutôt suivre la route Adesanya, développer à fond son striking et faire en sorte que son système anti-lutte et une fois qu'on est à la lutte, qu'il soit capable juste d'empêcher d'aller trop loin dans ce domaine-là. Mhm. Je pense que c'est ça qui fera de lui le profil optimal par rapport au style Ouais. qu'il a développé jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il y a une approche qui peut être intéressante, qui avait été abordée par, comment il s'appelle, l'entraîneur canadien, là, Firas Firas Zahabi. Zahabi. Euh, il disait comme ça que dans l'histoire de l'UFC, les lutteurs sont passés au-dessus des Jiu-Jitsuka le jour où ils sont allés dans les salles de Jiu-Jitsu et ils ont appris à défendre les triangles, les trucs, etc. Mmh. Tu vois. Ils n'ont Mmh. pas appris à les faire. Ils n'ont pas Ouais. appris à. Ils sont pas devenus des grappleurs. Ils sont pas devenus des combattants de haut sol et tout. Ils sont juste partis se faire étrangler, soumettre, etc. pour comprendre comment ne plus se faire étrangler et soumettre. Tu vois. Yes. Et donc, stratégiquement, on va pas attendre de William Gomis que ça devienne un grappleur, qu'il aille faire les DCC, qu'il passe des soumissions, etc. Tu vois, ou des clés de talon. Mais par contre, moi, ce que je pense, c'est que techniquement, il doit, et ils doivent, hein, pour les strikers qui sont, ils doivent connaître toutes les stratégies et les techniques qui existent en grappling pour pouvoir ne pas se retrouver dedans. C'est ça. Les défaire avant qu'elles se fassent. Ouais. Et c'est ce qu'ont fait les lutteurs. Les lutteurs n'ont pas quitté leur style de lutte. Euh, Ils ont juste appris à faire attention dès qu'ils ont un poignet de prix, il faut l'enlever pour pas se prendre un triangle. Ah, il y a un triangle qui arrive, je monte, je me lève, je mets de la distance pour pas me faire étrangler parce qu'il veut choper mon artère avec sa cuisse, ce genre de choses, pour bah, après être tranquille. Ouais, Et c'est de ça me permet, l'anticipation, quoi. voilà, À et ça fond me dans permet de, l'anticipation. ouais, et ça me permet de rebondir sur un autre point où euh, on a des fans qui veulent des combats où ça se frappe, ils veulent des Mmh. strikers. Par contre, un striker qui se fait étrangler, on va lui dire ah, tu dois grappler, tu dois grappler. Et inversement, on a des fans qui, face à des lutteurs qui savent absolument pas boxer, ont une boxe dégueulasse, eh bien, jamais ça leur passe à l'esprit va travailler ta boxe. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est trop étrange, quoi. Donc, on a Ouais, des combattants français qui sont incroyables, tu vois. Des très très bons grappleurs, le Nantais, tu vois, qui est très très bon. Je vois personne critiquer sa boxe, tu vois. Et en même temps, ouais, moi, j'irais pas critiquer sa boxe. On connaît son style de jeu. Je vois pas perdre du temps à la salle de boxe, prendre des trucs. Il doit rester dans son domaine. Et en ouais. striker, et je pense que Abdouragimov sait combattre. Il va pas chercher à s'opposer debout. Il va aller dans son domaine de prédilection, tu vois. Ouais. Et personne va le critiquer pour son niveau de boxe. Bah, je pense que pour les strikers, il va falloir un moment faire la même chose, se dire
il doit faire de l'anti-grappling, de l'anti-lutte pour rester en haut et on doit kiffer le moment où il est en haut, quoi, tout simplement, C'est tu vois. ça, c'est ça, ouais. Là, ouais, évidemment. Après, peut-être qu'un jour, certains grappleurs qui ont une mauvaise boxe se feront critiquer le jour où ils n'arriveront pas à vraiment imposer leur jeu. Ouais, Mais c'est vrai que généralement, le feedback après ce genre de combat, c'est: «Oh, il doit continuer à travailler sa lutte offensive pour être meilleur, pour imposer son jeu», et, plutôt et, que devenir un striker. Alors que sur le striker, heu, ouais, et, développe ton et on a ton vu ce jeu que au c'est, sol. hein, une lutteuse qui veut devenir boxeuse, là, Ronda Rousey. Tu te rappelles Ouais. cette, cette période-là, là, comme ça, là. Et, et où tout le monde a commencé à l'encenser, t'as plus fort que Mec, Mike attends, Tyson. parce que là, Et- on est en train de prolonger le podcast, mais ouais. juste cette anecdote des mecs qui pensaient qu'elle était capable de battre Floyd Mayweather. Ah, il y a eu ça? Oh putain, C'est allé jusque-là, c'est allé c'est- jusque-là. à un moment donné, soit tu le fais juste pour la hype, mais là en plus c'était même pas pour la, tu vois, pour faire du buzz et tout, mais là c'était même pas ça. Elle aussi, elle croyait qu'elle allait devenir une excellente boxeuse, quoi, tu vois, Ouais, avec son ouais. coach là, Edmund, 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 les, j'ai oublié son nom. genre les T'avais- amis qui découvraient depuis peu le MMA, cette période-là était incroyable. Mais franchement, enfin voilà, donc non, il faut rester dans son domaine de prédilection et il faut soutenir aussi les combattants dans leur domaine de prédilection. Par contre, clairement, il faut être armé pour connaître les outils de défense, quoi, tu vois. Edmund Taverdian, les outils de défense en soumission. Hmm. Ouais. Eh ben, 45 minutes, mec. Ah ouais, Qu'est-ce que des bavards. Ok, merci à toi, Brian. On va finir là-dessus et puis on va se rappeler pour faire Gervonta Davis contre Ryan Garcia. ouais, ciao.